Il perdait des milliards, pas à cause d'une blessure par balle, mais d'une hémorragie financière. L'empire de Dante Costa était au point mort. Un de ses intermédiaires était mort, emportant ses secrets linguistiques dans la tombe. Des hommes en costumes coûteux se criaient dessus. Les contrats s'effondraient à cause de la traduction. Pendant ce temps, Harper nettoyait les sols en marbre. Elle était totalement invisible. Juste une femme de ménage, avec un balai et une lourde dette. Mais quand les armes sont finalement sorties des étuis à cause d'une menace mal comprise, elle n'a pas fui. Elle a parlé, et le monde de la pègre s'est arrêté pour l'écouter. L'odeur d'eau de javel et de pain artificiel était l'armure de Harper. Tant qu'elle sentait les produits de nettoyage industriel, les hommes du domaine Costa ne la regardaient pas. Ils voyaient à travers elle. Elle préférait que ce soit ainsi. Dans une maison où les différends se réglaient avec des pistolets à silencieux dans un sous-sol insonorisé, la visibilité était un handicap. Harper gardait la tête baissée. Elle frottait le marbre italien importé jusqu'à ce que ses jointures craquent et saignent. Elle passait l'aspirateur sur les tapis persans de l'immense bibliothèque. Et elle vidait des cendriers qui sentaient le cigare cher et la sueur nerveuse. Elle avait 26 ans, accablée par une montagne de dettes médicales. Des dettes laissées par une mère qui avait eu l'audace de mourir lentement dans un système de santé défaillant. La famille Costa payait en espèces, au noir, et il payait très bien. C'était tout ce qui comptait. Dante Costa ne la remarquait pas. Pour le chef du syndicat du crime organisé le plus lucratif de la côte Est, Harper faisait partie des meubles, un fantôme dans un uniforme gris. Dante était un homme qui semblait avoir été taillé dans le granit et le manque de sommeil. Il ne se pavanait pas, il ne criait pas, il se déplaçait avec une efficacité silencieuse et mortelle qui glaçait l'air de la pièce. Mais dernièrement, les bords de son contrôle s'effritaient. Harper le remarquait dans les petites choses. La façon dont il laissait son scotch intact sur le bureau en acajou. La façon dont ses jointures blanchissaient quand son téléphone sonnait. Le verre de cristal brisé qu'elle avait dû balayer de l'âtre de la cheminée 3 jours de suite. Il perdait de l'argent. Beaucoup d'argent. Harper le savait parce que les hommes de la maison parlaient. Il supposait que la femme de ménage ne comprenait rien à la finance, à la logistique ou au réseau complexe de la contrebande internationale. Ils avaient tort sur toute la ligne. Avant que sa vie ne déraille, Harper avait fait 2 ans d'études en relations internationales. Maintenant, son éducation consistait à écouter aux portes tout en époussetant les étagères. Le problème était un port à Marseille. La famille Costa avait une énorme cargaison d'armes et de stupéfiants illégaux bloqués sur les quais. Leur principal contact européen, un intermédiaire de la vieille école nommé Thomas, était mort d'une crise cardiaque foudroyante 2 semaines plus tôt. Thomas était le seul à parler l'argot hybride spécifique de la pègre corse. Il était le pont. Sans lui, le pont s'était effondré. Chaque jour que la cargaison restait sur les quais, des millions de dollars s'évaporaient. Les syndicats rivaux tournaient autour. Les pots de vin versés aux autorités portuaires françaises expiraient. Dante devait négocier directement avec Gaston Laurent, le chef brutal et notoirement têtu du cartel de Marseille. Mais Gaston méprisait les Américains et refusait de parler anglais. Dante parlait couramment l'italien et l'espagnol, mais son français se limitait au nom de plats sur un menu. Pour combler le fossé, Dante avait engagé une succession de traducteurs d'entreprise. Harper les a vus arriver et repartir. Des hommes et des femmes avec des diplômes prestigieux de Georgetown et de Columbia. Ils entraient dans le domaine avec des mallettes et en repartaient des heures plus tard, pâles et tremblants. Les traducteurs d'entreprise savaient comment négocier des fusions. Ils ne savaient pas comment négocier de l'argent sale. Ils traduisaient littéralement les menaces voilées de Gaston, passant à côté des nuances culturelles, de l'argot de la rue, du danger implicite. Cet homme se joue de nous. A marmonné Carmine, le bras droit de Dante, un après-midi. Harper polissait les poignets en laiton des portes du bureau, en respirant à peine. Il nous facture des frais de stockage pendant qu'il négocie avec les Russes dans notre dos. Nous devons couper les ponts, couler la cargaison. Si nous coulons la cargaison, nous perdons 2 milliards, a répondu Dante. Sa voix était un grondement sourd, sans panique, mais lourde de fatigue. On ne coule rien du tout. Gaston vient ici demain soir. Carmine a ricané. Et qui va traduire? Le gamin de l'agence. Il a failli se pisser dessus, quand Gaston a parlé de tailler le jardin au téléphone hier. Il pensait que Gaston parlait de vrai jardinage,
C'est le meilleur que l'agence ait, a dit Dante, sans paraître convaincu. Assure-toi juste que la salle à manger est sécurisée. Aucune erreur. Si cet accord tourne mal, nous entrons en guerre. Harper a arrêté de polir. Son chiffon flottait au-dessus du laiton. La guerre signifiait le chaos. Le chaos signifiait un risque plus élevé de balles perdues, de descentes de police et de salaires impayés. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de l'enveloppe d'argent liquide du vendredi pour empêcher la banque de saisir son minuscule appartement. Elle a fini la poignée de porte, a ramassé son seau et a descendu le long couloir sombre. Elle se fichait des milliards de Dante Costa, mais elle se souciait beaucoup de sa propre survie. Et demain soir, Gaston Laurent allait entrer dans une poudrière. Harper avait passé 4 ans de son adolescence à Marseille avec son père, dont elle s'était éloignée. Un homme qui tenait un bar miteux, fréquenté par le cartel même que Gaston contrôlait maintenant. Elle connaissait la langue, pas le français académique et poli enseigné dans les universités. Elle connaissait le français des bas-fonds, l'argot des quais, les expressions silencieuses et mortelles des hommes qui réglaient leurs différends au couteau. Elle espérait juste qu'ils ne s'entretueraient pas avant le dessert. Le lendemain soir, la tension dans la salle à manger était à couper au couteau. Harper avait été affecté au service du dîner. C'était rare, habituellement réservé au personnel plus âgé et plus expérimenté. Mais 2 des serveurs habituels s'étaient portés malades. La peur était contagieuse. Harper portait un tablier blanc amidonné sur son uniforme noir, un plateau d'argent en équilibre sur sa paume. Son visage était un masque vide. La table à manger était immense, sculptée dans un noyer sombre. D'un côté étaient assis Dante Costa et Carmine. Dante portait un costume anthracite. Sa posture était détendue, mais ses yeux balayaient la pièce comme un faucon, cherchant le moindre point faible. De l'autre côté était assis Gaston Laurent. Gaston était un homme massif avec un cou épais, portant une chemise en soie déboutonnée pour révéler une chaîne en or nichée dans des poils de torse grisonnants. Il avait amené 2 gardes du corps massif qui se tenaient près des portes, les bras croisés, les vestes bombées. Assis nerveusement entre les 2 factions se trouvait Simon, le traducteur. Simon semblait appartenir à un bureau, pas à une réunion de mafieux. Il transpirait abondamment, s'épongeant le front avec un mouchoir brodé. Il avait un bloc-notes devant lui, son stylo tremblant légèrement. Harper a versé un cabernet corsé dans le verre de Gaston. Elle a reculé, se fondant dans l'ombre près du buffet ancien. Le dîner avait été un désastre dès le début. Gaston parlait intentionnellement vite, avalant ses consonnes, enrobant ses exigences dans un argot marseillais épais. Simon luttait pour suivre. Ses traductions étaient guindées et formelles. « Dis-lui », a dit Dante, en coupant un morceau de steak saignant, que les frais de port qu'il exige sont inacceptables. Nous nous étions mis d'accord sur une commission de 20% pour le transit, pas 30. Simon s'est tourné vers Gaston. Il a parlé dans un français poli et scolaire. Monsieur Costa refuse respectueusement les 30%. Il souhaite maintenir l'accord de 20%. Gaston a ri. C'était un son rauque et grinçant. Il s'est penché en avant, ignorant sa nourriture, et a débité une rafale de français. Harper a fermé les yeux une fraction de seconde. Elle a compris exactement ce que Gaston avait dit. Dis au joli garçon dans son beau costume que les accords, c'est comme la virginité, mon ami. Ça ne compte que la première fois. Le prix est de 30%, ou ses bateaux rouilleront sur mes quais, pendant que ses ennemis mangeront ses restes. Simon a dégluti difficilement. Il a regardé son bloc-notes. Il dit que l'accord a changé. Il insiste sur 30%, ou les bateaux resteront sur les quais. Dante a arrêté de mâcher. Il a regardé Simon, puis Gaston. C'est tout ce qu'il a dit. Il lui a fallu 20 secondes pour dire ça. C'est une langue très complexe, monsieur, a balbutié Simon. Je n'ai pas besoin d'une leçon de linguistique, Simon. J'ai besoin de savoir si on m'insulte. Dante s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin. Dis-lui que j'offre 25, une offre finale. S'il refuse, je retirerai complètement mes infrastructures de Marseille, et il pourra expliquer aux syndicats locaux pourquoi ils ne sont pas payés. Simon a relayé le message. Son français était trop doux, trop déférent. Il a fait passer Dante pour un cadre intermédiaire frustré, pas pour un caïd qui profère une menace. Les yeux de Gaston se sont plissés. Il n'aimait pas Dante, mais il détestait encore plus la faiblesse. Le chef de cartel a pris un couteau à steak, le tournant dans ses doigts épais. Il a regardé directement Dante et a parlé d'un grognement sourd et grave. Harper s'est figé.
Sa prise sur le plateau d'argent s'est resserrée. Simon regardait Gaston, complètement perdu. Il a reconnu quelques mots, mais l'argot lourd et le ton terrifiant avaient court-circuité son cerveau. Il s'est tourné vers Dante, le visage de la couleur du lait caillé. Alors, a exigé Dante, qu'est-ce qu'il a dit? Simon s'est éclairci la gorge. Il a dit, vous ne pouvez pas le menacer chez lui. Il a dit que si vous touchez au syndicat, il vous coupera les ailes. Il a mentionné vider les bateaux et jeter vos hommes à l'océan. Il dit que c'est 30% ou la guerre. Ce n'était pas une mauvaise traduction, à proprement parler, mais elle manquait de nuances. Elle manquait de la terminologie de rue hyper-violente spécifique que Gaston avait utilisée. Et pire encore, Simon l'avait livré d'une voix tremblante, faisant paraître la menace erratique et hystérique, plutôt qu'une promesse froide et calculée. La mâchoire de Dante s'est crispée. Il a regardé Carmine. Une communication silencieuse est passée entre eux. La main de Carmine est lentement descendue sous la table. Il cherchait son arme. Gaston a vu le mouvement. Ses propres hommes près de la porte ont bougé, leurs mains disparaissant à l'intérieur de leur veste. L'air a été aspiré de la pièce. Un bain de sang était imminent. Dante allait abattre Gaston ici, dans la salle à manger, ce qui déclencherait une guerre des gangs internationales qui déchirerait la ville. L'argent serait perdu, la paix serait perdue, et Harper devrait nettoyer le sang sur le tapis persan. Le sang ne part jamais de la laine. Elle n'a pas réfléchi. Elle a juste bougé. « Excusez-moi ». La voix était calme, mais elle a tranché le silence lourd et suffocant de la pièce comme une lame de rasoir. Tout le monde s'est figé. 8 paires d'yeux se sont tournés vers les ombres près du buffet. Harper s'est avancée dans la faible lumière du lustre. Elle tenait toujours son plateau d'argent. Son visage était complètement dépourvu d'expression. L'arme de Carmine était à moitié sortie de sa ceinture. Dante la fixait, le front plissé d'une confusion totale. Une femme de ménage. Une femme de ménage parlait pendant une réunion. C'était si sans précédent que le choc a temporairement surpassé l'adrénaline de la fusillade imminente. « Qu'est-ce que tu fous » a sifflé Carmine, sa voix mortelle. « Sors d'ici. » Harper l'a ignoré. Elle a gardé les yeux sur Dante. « Il n'a pas dit qu'il vous couperait les ailes, monsieur Costa. » Dante n'a pas bougé. Ses yeux sombres la transperçaient. « Quoi ?» La traduction de Simon était trop littérale. Harper a posé le plateau sur le buffet avec un léger cliquetis. Le son était assourdissant dans la pièce silencieuse. Gaston n'a pas utilisé l'expression standard pour couper les ailes. Il a dit « couper les ailes ». Sur les quais de Marseille, ça ne veut pas dire restreindre vos mouvements. Ça veut dire exécuter vos lieutenants. Il menace Carmine. Carmine s'est raidie. Harper n'a pas arrêté. Elle a tourné son regard vers Gaston. Le patron français la fixait, un mélange d'indignation et de curiosité sur son visage balafré. Harper est passé au français, pas le français poli et scolaire de Simon. Elle a glissé sans effort dans le rythme dur et guttural des rues de Marseille. Sa voix a baissé d'un octave, perdant le ton servile d'une femme de ménage et prenant la cadence lasse et cynique d'un docker. « Respect, Gaston », a dit Harper doucement. « Il ne vous manque pas de respect. Mais vous savez comment c'est. 25, c'est le prix de la paix. Si vous prenez 30, vous vous étoufferez avec votre propre repas. Les Russes vous mangeront tout cru. » Les yeux de Gaston se sont écarquillés. Il s'est adossé à sa chaise, le couteau à steak glissant de ses doigts, pour cliqueter contre l'assiette en porcelaine. Il a regardé cette petite femme en uniforme de bonne, parlant la langue de sa ville, avec une précision sans faille et cynique. « Qui es-tu » a demandé Gaston, sa voix dépourvue du venin précédent, remplacée entièrement par le choc. « Personne » a répondu Harper. « Personne. Juste quelqu'un qui ne veut pas nettoyer le sang sur ce magnifique tapis ce soir. » Gaston l'a fixé pendant un long moment. Puis un rire tonitruant a éclaté de sa poitrine. Ce n'était pas le rire moqueur de tout à l'heure. C'était un rire authentique et profond. Il a frappé la table, faisant vibrer les verres en cristal. Il a regardé Dante, pointant un doigt épais vers Harper. Elle dit la vérité, a hurlé Gaston dans un anglais lourd et cassé, surprenant tout le monde dans la pièce. Il utilisait rarement l'anglais, sauf en cas d'absolue nécessité. Ton traducteur, c'est un enfant, un garçon qui joue avec des allumettes. Mais celle-là, cette petite souris, il a ri de nouveau. Elle a les dents d'un loup. Dante a lentement repoussé sa chaise. Il n'a pas quitté Harper des yeux. La tension dans ses épaules s'était légèrement relâchée.
Mais son regard était assez vif pour couper du verre. « 25, a dit Gaston, en regardant de nouveau Dante. Il a pris son verre de vin, et c'est elle qui sert à boire la prochaine fois que je viens. D'accord. Dante a soutenu le regard de Gaston pendant une seconde, puis a levé son propre verre. D'accord. L'expiration collective dans la pièce était presque audible. La main de Carmine s'est éloignée de sa ceinture. Les gardes du corps de Gaston ont relâché leur posture. Simon, le traducteur d'entreprise, avait l'air sur le point de vomir dans sa serviette. Harper a tranquillement ramassé son plateau d'argent. Ses mains tremblaient maintenant, une réaction tardive à la folie pure de ce qu'elle venait de faire. Elle a reculé, se fondant à nouveau dans les ombres. Le reste du dîner s'est déroulé sans encombre. Gaston, amusé par la tournure soudaine des événements, était remarquablement conciliant. Les conditions ont été réglées. 2 milliards de dollars de cargaison retardée ont été effectivement débloqués. Quand le dessert a été terminé, Gaston et ses hommes sont partis, laissant un lourd silence dans la salle à manger. Harper débarrassait les assiettes. Elle empilait la porcelaine fine, la tête baissée, espérant qu'il la laisserait simplement partir. « Simon, » a dit Dante. Il était assis au bout de la table, fumant un cigare. Le traducteur a sursauté. « Oui, monsieur Costa, vous êtes viré. Sortez de ma maison. » Simon n'a pas discuté. Il s'est levé en hâte, a attrapé sa mallette et a pratiquement couru vers la porte d'entrée. Harper a continué à débarrasser la table. Elle a ramassé le verre de vin vide de Gaston. « Laisse-le, » a dit Dante. Harper s'est arrêtée. Elle est restée parfaitement immobile. « Carmine, laisse-nous une minute, » a ordonné Dante. Carmine a hoché la tête. Il a jeté un long regard scrutateur à Harper avant de sortir de la salle à manger, fermant les lourdes portes en chêne derrière lui. Le son a résonné comme une voûte se refermant. Harper se tenait seul avec l'homme le plus dangereux de la ville. Dante s'est levé. Il a lentement contourné la longue table. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air intensément curieux. Il s'est arrêté à quelques mètres d'elle, la fumée de son cigare s'enroulant vers le lustre au-dessus. « Je connais les noms de tous ceux qui travaillent dans ma maison, » a dit Dante doucement. « Mais je ne connais pas le vôtre. »« Harper, » a-t-elle dit. Sa voix était stable malgré les battements de son cœur contre ses côtes. « Harper. » Il a testé le nom sur sa langue. « Tu m'as évité une guerre ce soir, Harper. Tu m'as fait économiser beaucoup d'argent. J'ai juste fait mon travail, monsieur Costa. La maison doit être maintenue propre. » Les lèvres de Dante ont tressailli, l'ombre d'un sourire. Où une femme de ménage a-t-elle appris à parler français comme un homme de main de cartel? « J'ai vécu à Marseille pendant quelques années, » a-t-elle dit, restant vague. « J'apprends vite, tu apprends vite. » Il s'est approché, il la dominait, dégageant une autorité silencieuse et absolue. Simon avait un master en linguistique de Yale. Il n'a rien appris. Tu as appris la formulation exacte nécessaire pour désamorcer un sociopathe. Simon n'a pas compris que l'orgueil de Gaston était blessé. Il traduisait les mots, pas l'ego. Harper a rencontré son regard. C'était une erreur. Regarder dans les yeux de Dante Costa, c'était comme regarder par-dessus le bord d'une falaise très abrupte. Ça ne se reproduira plus, monsieur. Je m'excuse d'avoir interrompu. Ne t'excuse pas. Dante a tiré une lente bouffée de son cigare. Il a soufflé la fumée loin de son visage. Combien je te paye pour nettoyer mes sols, Harper? Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. 22 $ de l'heure, monsieur. Dante a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste de costume. Il a sorti une épaisse pince à billets, a détaché une liasse de billets de 100 $, au moins 5 000 $, et l'a posée sur un plateau d'argent. « Tu ne nettoies plus les sols, » a dit Dante, sa voix un commandement bas et rauque. « Demain matin, tu te présentes à mon bureau à 8 heures. Tu vas assister à mes appels avec Bogatar. Voyons comment est ton espagnol. » Harper a fixé l'argent. C'était assez pour rembourser 3 mois de dette d'un seul coup. Elle a relevé les yeux vers lui. « Je suis une femme de ménage, monsieur Costa. Plus maintenant. » Dante s'est retourné et s'est dirigé vers les portes. Il a fait une pause, regardant par-dessus son épaule. « Tu es ma voix maintenant, Harper. Ne sois pas en retard. » Il l'a laissée debout dans la salle à manger vide, la liasse de billets lourde sur son plateau, réalisant avec une pointe de terreur glaciale qu'elle n'était plus invisible. Elle était sortie de l'ombre, droit dans la ligne de mire du monde de Dante Costa. 8 heures du matin est arrivé bien trop vite. Harper se tenait devant les lourdes portes en acajou du bureau de Dante Costa. Elle portait un simple col roulé noir et un pantalon gris, le mieux qu'elle ait pu trouver dans sa maigre garde-robe.
Elle avait laissé son uniforme soigneusement plié sur son lit défait. Laissé derrière elle le tissu rêche et taché d'eau de javel, ressemblait moins à une promotion qu'à l'abandon d'une armure. En uniforme, elle était un fantôme. Dans ses vêtements, elle était une cible. Elle a frappé 2 fois. Le bois était massif, absorbant le son. Dante était déjà à son bureau. L'homme ne semblait pas dormir. Il examinait un registre. Un cigare non allumé serré entre ses dents. Carmine se tenait près de la fenêtre, regardant à travers les lourds rideaux de velours les terrains du domaine. Carmine n'a pas pris la peine de cacher son dédain quand Harper est entré. Pour lui, elle était une anomalie. Les anomalies dans leur secteur d'activité finissaient généralement mortes ou en train de témoigner. « Assieds-toi » a dit Dante, sans lever les yeux du registre. Harper a pris le fauteuil en cuir en face de son bureau. Il était doux, cher et beaucoup trop profond. Elle s'y sentait petite. Elle a gardé le dos droit, refusant de s'adosser. « Bogatar » a dit Dante, fermant enfin le registre. Il l'a jeté de côté. « Nous traitons avec un homme nommé Esteban. Il contrôle les routes de trafic à travers le couloir sud. Esteban est poli. Esteban est un gentleman, mais ses cargaisons ont été légères ces 2 derniers mois. 10% de moins sur toute la ligne. Et vous pensez qu'il vole » a dit Harper. « Je sais qu'il vole » a corrigé Dante. Sa voix était plate, dénuée de colère, ce qui la rendait en quelque sorte pire. « J'ai besoin de savoir s'il le fait parce qu'il est avide ou parce qu'il est faible. S'il est avide, nous renégocions ses privilèges de respiration. S'il est faible, cela signifie que les fédéraux le pressent, et nous devons changer de route. J'ai besoin que tu l'écoutes vraiment. » Carmine a ricané. C'est une femme de ménage, Dante. Pas un polygraphe. Dante n'a même pas jeté un regard à son bras droit. Il a juste fixé Harper. Elle parle le langage du désespoir, Carmine. Je l'ai vue hier soir. Voyons si ça se traduit. Il a appuyé sur un bouton d'un haut-parleur noir et élégant. La ligne a sonné 3 fois avant qu'une voix de baryton douce ne réponde en espagnol. « Dante, mon ami, c'est un plaisir. » Dante s'est adossé, faisant signe à Harper de prendre le relais. Harper s'est penché vers le microphone. Elle est passée à l'espagnol. Dialecte colombien, consonne douce, formel mais prudent. « Monsieur Costa vous retourne le salut, Esteban. Il souhaite discuter des récentes divergences dans les poids de transit. Il y a eu une légère pause à l'autre bout du fil. Ah, la nouvelle voix. Où est l'homme habituel? Celui qui a l'air de lire un manuel. Il a été réaffecté, a répondu Harper en douceur. Monsieur Costa préfère l'efficacité au manuel aujourd'hui. Esteban a gloussé, mais le son semblait faible. Harper a fermé les yeux, se concentrant entièrement sur l'audio, les bruits ambiants en arrière-plan, le rythme de sa respiration. Pendant 20 minutes, ils ont dansé. Dante écrivait une note sur un bout de papier et la faisait glisser sur le bureau. Harper traduisait la demande en espagnol, adoucissant juste assez les angles pour qu'Esteban continue de parler, mais en gardant la menace principale intacte. Esteban a donné une leçon magistrale de déviation. Il a blâmé l'humidité qui affectait les balances. Il a blâmé une nouvelle équipe de dockers. Il a parlé avec éloquence d'honneur et de partenariat de longue date. Quand il a finalement raccroché, le bureau était silencieux. Dante l'a regardé, attendant. « Il n'est pas avide », a dit Harper doucement. Elle a ouvert les yeux. Il est terrifié. Carmine a croisé les bras. Il m'a semblé bien, confiant. Il a utilisé le vouvoiement formel quand il parlait du poids manquant, mais a glissé vers l'argot informel quand il parlait de la météo. A expliqué Harper. Elle a regardé Dante. Il lit un script quand il excuse les pertes, et il y avait un écho distinct sur la ligne. Il n'était pas dans son bureau habituel. Il était dans une grande pièce vide, un entrepôt, peut-être. J'ai entendu une porte en métal claquer en arrière-plan, suivie d'un très faible clic. Les yeux de Dante se sont plissés. Quel genre de clic? Comme un micro de radio qui s'active, a dit Harper. Ou un appareil d'enregistrement. Je pense que les fédéraux l'ont déjà. Monsieur Costa, je pense qu'ils étaient dans la pièce avec lui. Carmine a juré à voix basse. Dante est resté parfaitement immobile. Le silence s'est étiré, lourd et suffocant. Puis Dante a pris son téléphone portable. Il a composé un numéro, l'a porté à son oreille et a prononcé 2 mots. Brûlez tout. Il a raccroché. Des millions de dollars d'infrastructures anéanties en un souffle. Il a regardé de nouveau Harper. L'intensité dans ses yeux sombres lui a serré la poitrine.
Tu as besoin de nouveaux vêtements, a dit Dante. Il a sorti une carte de crédit noire de son portefeuille et l'a jetée sur le bureau. Elle a atterri avec un cliquetis de plastique entre eux. Achète des costumes. Achète tout ce dont tu as besoin. Mais quand tu es dans cette pièce, tu me représentes. Compris? Harper a regardé la carte. C'était une bouée de sauvetage et une laisse, tout en un seul morceau de plastique. Elle a tendu la main et l'a prise. Compris. 3 semaines ont passé. La vie de Harper s'est transformée en un flou surréaliste et à haut risque. Le poids écrasant de la dette médicale de sa mère avait disparu, effacé par un unique virement bancaire anonyme, que Dante avait arrangé sans un mot. Son minuscule appartement plein de courants d'air a été échangé contre une suite au 3e étage du domaine Costa. Elle avait un placard rempli de blazers sur mesure et de chemisiers en soie. Elle mangeait des plats préparés par un chef privé. Elle était plus riche qu'elle ne l'avait jamais été, et elle était entièrement piégée. Elle appartenait au syndicat maintenant. Elle était l'ombre de Dante. Elle assistait à des appels avec des oligarques russes, des poids lourds siciliens et des politiciens corrompus. Elle a appris que le monde de la pègre était moins une affaire de fusillade dans la rue et plus une affaire de réunions de conseils atrocement tendues, de menaces chuchotées autour d'un expresso et de lecture des changements microscopiques dans la posture d'un menteur. Et elle a appris à connaître Dante. C'était un homme de contradictions terrifiantes. Il ordonnait de battre des hommes avec le même calme qu'il utilisait pour commander son café du matin. Pourtant, il n'élevait jamais la voix sur le personnel du domaine. Il s'assurait que les veuves de ses soldats tombés au combat soient généreusement indemnisées. C'était un monstre qui opérait strictement selon un code moral rigide qu'il s'était imposé. Tard un jeudi soir, le domaine était calme. La pluie battante s'abattait contre les fenêtres de la bibliothèque. Harper était à la longue table en chêne, traduisant un contrat dense écrit à la main d'un contact à Palerme. Le dialecte italien était archaïque, plein de métaphores voilées qui lui donnaient mal à la tête. La porte s'est ouverte avec un léger clic. Dante est entré. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, sa cravate abandonnée quelque part entre le hall et ici. Il avait l'air épuisé. La machinerie brutale de sa vie le broyait, même s'il ne le laissait jamais voir aux autres. Il s'est dirigé vers une carafe en cristal sur une table d'appoint et a versé 2 verres de liquide ambré. Il en a posé un à côté de l'ordinateur portable de Harper. « Boisse, a-t-il dit. Tu fixes cet écran depuis 6 heures. » Harper a regardé le verre, puis l'a regardé. C'est un contrat compliqué. Il cache une clause de pénalité à la page 4 sous une métaphore sur les récoltes d'olives. Dante s'est assis lourdement dans le fauteuil à côté d'elle. Il a pris une gorgée de son scotch. Les Siciliens, ils préféreraient écrire de la poésie plutôt qu'une facture claire. Il n'est pas parti. Il est juste resté assis là, la pluie tambourinant un rythme chaotique contre la vitre. Le silence entre eux était différent maintenant. Il était passé du fossé froid et terrifiant entre un patron et une femme de ménage à quelque chose de plus lourd, de presque domestique, construit sur des secrets partagés et des nuits tardives. « Vous avez effacé la dette », a dit Harper doucement, regardant son écran plutôt que lui. « Je ne vous ai jamais remercié. Je ne l'ai pas fait pour la gratitude », a dit Dante. Sa voix était basse, se mêlant au son de la pluie. « Je l'ai fait parce que la distraction est un handicap. Tu ne peux pas écouter les Russes si tu t'inquiètes d'une saisie bancaire. C'est vrai. Purement transactionnel. » Dante a tourné la tête pour la regarder. Son regard était lourd, physique dans son poids. « C'est ce que tu penses que c'est. Je pense que je suis un logiciel très cher pour vous, Monsieur Costa. Une application de traduction humaine. » Elle l'a finalement regardé. Elle était fatiguée, et le scotch la rendait audacieuse. « Et je pense que vous me gardez dans cette maison, parce que vous savez que j'en sais trop pour jamais partir. » Dante n'a pas bronché. Il a lentement fait tourner le liquide dans son verre. « Tu penses que tu es une prisonnière, Harper? Je pense qu'une cage est une cage, même si les barreaux sont en soie. » Il a posé son verre. Il s'est penché juste un peu, envahissant son espace. Elle pouvait sentir le scotch, le cèdre et la faible odeur métallique de poudre à canon qui semblait toujours s'attarder sur sa peau. « Si je te laissais sortir par cette porte maintenant, » a dit Dante, sa voix un murmure dangereux, « tu serais morte en 1 semaine. Gaston connaît ton visage. Les gens d'Esteban connaissent ta voix. Le syndicat de Chicago sait qu'il y a une fille assise à mes côtés qui attrape chaque mensonge qu'il raconte. » Il a tendu la main, ses jointures effleurant brièvement le métal froid de son ordinateur portable,
manquant sa main d'1 pouce. « Tu n'es pas une prisonnière, Harper. Tu es protégée. Il y a une différence. Je n'ai pas demandé cette vie. Personne ne demande cette vie, a-t-il répondu doucement. Elle t'avale, tout simplement. L'astuce est d'apprendre à l'avaler en retour. » Il s'est levé, laissant son verre à moitié vide sur la table. Il s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée en laiton. Fini la page 4. Laisse le reste pour demain. Dors un peu. Quand la porte s'est refermée, Harper a expiré un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a pris une longue gorgée de scotch. Il a brûlé tout le long du chemin, laissant une chaleur creuse dans sa poitrine. Elle ne traduisait plus seulement ses mots. Elle commençait à le comprendre. Et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. La neutralité d'un lieu dans le monde du crime était toujours une illusion. L'entrepôt dans le quartier des abattoirs était vaste, glacial, et sentait la rouille et l'eau de Javel. Il avait été choisi parce qu'il n'appartenait ni à la famille Costa, ni au syndicat de Chicago. C'était censé être une zone sûre pour négocier les limites d'un nouveau réseau de distribution à travers le Midwest. Harper se tenait légèrement derrière l'épaule gauche de Dante. Elle portait un lourd caban en laine par-dessus son costume. Son soufflet formait des nuages dans l'air glacial. Carmine et 4 soldats lourdement armés les flanquaient, leurs yeux balayant les sombres passerelles au-dessus. En face d'eux se tenait Sullivan. Sullivan était un homme filiforme au visage grêlé et au sourire qui n'atteignait jamais ses yeux pâles. Il commandait le syndicat de Chicago avec une violence chaotique et imprévisible qui rendait même Dante prudent. Sullivan avait amené ses propres hommes et son propre traducteur, un homme à l'air nerveux serrant une mallette. Sullivan préférait parler dans un argot gaélique épais et codé qu'il avait hérité de son père. C'était une version régionale bâtarde, conçue pour dérouter les écoutes téléphoniques. Harper avait passé les 3 derniers jours à s'immerger dans des enregistrements audio pour en déchiffrer la syntaxe. « Dis au costard », a craché Sullivan, souriant à son propre traducteur. « Comprend 40% des lignes de chemin de fer. S'il rechigne, il peut trouver une autre ville pour garer ses marchandises. » Le traducteur de Sullivan s'est tourné vers Dante. Monsieur Sullivan demande une part de 40% de la logistique ferroviaire. Il insiste sur le fait que ce n'est pas négociable. Dante n'a pas regardé le traducteur. Il a regardé Harper. Harper s'est avancé, réduisant la distance juste assez pour être entendue par-dessus le bourdonnement des générateurs de l'entrepôt. Elle n'a pas utilisé le ton poli et professionnel. Elle a imité la cadence agressive de Sullivan. 40%, c'est un impôt sur un royaume que tu ne diriges pas, Sullivan. Harper a traduit la contre-offre préapprouvée de Dante, sa voix portant vivement dans l'air froid. 25. Nous utilisons nos propres gardes dans les trains. Tes hommes ouvrent juste les portes. Le sourire de Sullivan s'est effacé. Il a regardé Harper, la regardant vraiment pour la première fois. Où tu l'as trouvée, celle-là, Costa? Elle a une sacrée grande gueule. Elle parle pour moi, a dit Dante sèchement. Concentre-toi sur les chiffres, Sullivan. Sullivan a gloussé, un son sec et cliquetant. Il est revenu à son argot lourd, parlant rapidement à ses hommes, ignorant Dante. Harper a écouté, son cerveau travaillant à plein régime, dépouillant l'accent épais, analysant les termes de la rue. La porte de derrière est ouverte. Les chiens dorment. Que la pluie tombe. Ce n'était pas une contre-offre. C'était un ordre d'exécution. « Armes !» a crié Harper. Elle n'a pas attendu pour traduire. Elle a frappé les mains dans le dos de Dante, le poussant violemment vers la droite. L'entrepôt a explosé. Le rugissement assourdissant des tirs d'armes automatiques a brisé l'air froid. Des étincelles ont plu des passerelles au-dessus, alors qu'un tireur caché ouvrait le feu sur leur position. Le sol en béton où Dante se tenait une fraction de seconde plus tôt a été réduit en poussière par une rafale de balles. Le chaos régnait. Carmine criait des ordres, ripostant, son pistolet détonnant dans l'espace clos. Les hommes de Sullivan se déplaçaient déjà, sortant des armes de leurs manteaux. Dante n'est pas tombé. Il a trébuché sous la poussée de Harper, a retrouvé son équilibre et a bougé avec une grâce fluide et terrifiante. Il a sorti son arme de son étui d'épaule en un éclair. Mais son premier instinct n'a pas été de tirer sur Sullivan. Son premier instinct a été Harper. Il a attrapé le revers de son caban, l'attirant violemment derrière un énorme pilier d'acier rouillé, juste au moment où une ligne de balles traversait le métal à quelques centimètres de son visage. Le son était assourdissant. Un ping-ping-ping aigu qui lui a fait vibrer les dents.
Reste à terre! Arughi Dante, la pressant contre l'acier froid. Son corps était un bouclier, l'enfermant contre le pilier. Harper haletait, l'adrénaline frappant son système comme un coup physique. Ses oreilles bourdonnaient. L'odeur de cardite et de cuivre remplissait l'air, suffocante et épaisse. Elle a levé les yeux vers Dante. Son visage était un masque de fureur froide. Sa mâchoire était si serrée qu'un muscle tressaillait sur sa joue. Il n'était plus l'homme d'affaires calme du bureau. Il était le seigneur de guerre. Il s'est penché de derrière le pilier, tirant 3 coups rapides et assourdissants. Un corps lourd a heurté le béton, quelque part dans l'obscurité. « Carmine, la passerelle !» a crié Dante. « Je m'en occupe !» a aboyé la voix de Carmine en retour par-dessus le vacarme. Dante s'est replié derrière le pilier, alors qu'une autre volée de tirs frappait le métal. Il a baissé les yeux sur Harper. Ses yeux sombres ont scruté son visage, ses épaules, cherchant du sang. « Tu es touché ?» a-t-il exigé, sa voix rauque. « Non !» a réussi à dire Harper, ses mains agrippant instinctivement le devant de sa veste. « Je vais bien. » Pendant une fraction de seconde, la violence autour d'eux a semblé s'atténuer. La main de Dante s'est levée, son pouce effleurant brièvement et rudement la ligne de sa mâchoire, vérifiant qu'elle n'avait rien. C'était un geste farouchement protecteur, complètement dépouillé de toute barrière professionnelle. « Ne bouge pas !» a-t-il ordonné. Il s'est détourné d'elle, sortant de l'abri du pilier d'acier dans la tempête de balles, levant son arme pour reconquérir son empire. Harper est resté, blotti contre le métal froid, son cœur martelant contre ses côtes, réalisant avec une clarté terrifiante qu'il avait choisi de la couvrir avant de riposter. Il était censé être son patron, son ravisseur, l'homme qui possédait sa dette. Mais alors que les coups de feu résonnaient dans l'entrepôt, Harper a su que le grand livre entre eux venait d'être déchiré. Le VUS blindé a fendu la pluie de minuit, ses pneus agrippant agressivement l'asphalte glissant. À l'intérieur de la cabine, le silence était absolu et suffocant. Ce n'était pas un calme paisible. C'était le vide assourdissant laissé par des tirs d'armes automatiques soutenus. Harper fixait sans expression ses mains sur ses genoux. Elle tremblait. Un tremblement fin et incontrôlable parcourait ses doigts, irradiant jusqu'à ses avant-bras. Ses oreilles bourdonnaient encore d'un sifflement aigu, assourdissant le lourd ronronnement du moteur V8 et le battement rythmique des essuie-glaces. Elle pouvait encore le sentir. La cordite, le métal brûlé et l'odeur âcre et cuivrée du sang frais. Carmine conduisait. Sa main droite était crispée sur le volant, son bras gauche fermement pressé contre son flanc. Le sang imbibait le tissu sombre de sa veste de costume, goûtant lentement sur le siège en cuir. Il ne se plaignait pas, il ne serrait même pas les dents. Il conduisait simplement avec une concentration terrifiante et unique. Dante était assis à côté de Harper à l'arrière. Il n'avait pas parlé depuis qu'il s'était entassé dans le véhicule, sous le feu de couverture de ses soldats restants. Il était assis, complètement rigide dans l'obscurité, fixant droit devant lui le pare-brise battu par la pluie. Les lampadaires illuminaient rythmiquement son visage, révélant les lignes dures et taillées dans la pierre de sa mâchoire et le vide froid dans ses yeux. Le seigneur de guerre était toujours éveillé. Il cataloguait ses pertes, effectuait des calculs tactiques, planifiait la riposte. Harper la regardait. La manche de son costume anthracite sur mesure était déchirée au niveau du biceps. Sous la laine déchirée, sa chemise blanche était tachée d'un cramoisi profond et grandissant. « Vous saignez », a dit Harper. Sa voix semblait fine et fragile, comme du papier sec qui se déchire. Dante ne l'a pas regardé. Il a à peine cligné des yeux. « C'est une éraflure. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas une éraflure, monsieur Costa. Ça traverse votre veste. » J'ai dit « Laisse tomber, Harper ». Sa voix était un grognement bas et vibrant, un avertissement explicite de ne pas insister. Elle a tressailli, se recroquevillant dans le cuir froid de son siège. Le geste protecteur dans l'entrepôt, son corps couvrant le sien, sa main vérifiant son visage, semblait maintenant une hallucination. L'homme à côté d'elle était complètement fermé. Le mur était de retour, plus épais et plus haut qu'avant. Ils ont atteint le domaine 20 minutes plus tard. Les portes en fer se sont ouvertes, révélant une propriété grouillant de gardes armés. La maison était passée d'un sanctuaire à une forteresse. Dès que le VUS s'est arrêté sous le portique, les portes ont été arrachées par des hommes en équipement tactique. Carmine est sortie en titubant,
jurant à voix basse alors que la douleur semblait enfin se manifester. Le Dr. Evans, un chirurgien déchu qui vivait sur la liste de paie de Dante pour des nuits exactement comme celle-ci, attendait déjà dans le hall avec une trousse de traumatologie. Dante est sorti de la voiture. Il se déplaçait sans boiter, sans aucun signe de détresse, projetant une autorité totale et inébranlable aux hommes qui le regardaient. Il est entré directement dans le hall, ses yeux ignorant complètement le médecin. Emmenez Carmine à la clinique du sous-sol, a ordonné Dante, sa voix résonnant sur le sol en marbre. Verrouillez le périmètre. Personne n'entre, personne ne sort. Les gens de Sullivan vont nous chasser. Dante, votre bras. A commencé le Dr. Evans, tendant la main vers le patron. Dante a repoussé la main du médecin avec une force brutale. Carmine d'abord. J'ai des appels à passer. Il a tourné les talons et s'est dirigé vers les lourdes portes de son bureau. Harper se tenait dans le hall. Frissonnante malgré la chaleur de la maison, l'adrénaline quittait enfin son système, remplacée par un épuisement profond et creux. Elle a regardé Dante disparaître dans son bureau. Elle a regardé le Dr. Evans, qui aidait maintenant un Carmine pâle et en sueur à descendre le couloir vers le sous-sol sécurisé. Elle devrait aller dans sa suite. Elle devrait se déshabiller des vêtements qui sentaient la poudre, prendre une douche brûlante jusqu'à ce que sa peau devienne rouge et essayer d'oublier le son des balles qui rongeaient le pilier d'acier à quelques centimètres de sa tête. Elle était une traductrice. Son travail était terminé pour la nuit. Au lieu de cela, elle est allée dans la cuisine. Le personnel du domaine était parti, évacué dans les pièces sécurisées 1 heure plus tôt, lorsque le confinement a commencé. La vaste cuisine en acier inoxydable était étrangement silencieuse. Harper a trouvé un torchon propre, un bol d'eau tiède et la trousse de premiers secours secondaires gardée sous le comptoir pour les brûlures de cuisine mineures. Elle est retournée dans le couloir en portant les fournitures. Elle n'a pas frappé aux portes du bureau, elle les a simplement poussées. Dante se tenait derrière son bureau. Il avait réussi à se défaire de sa veste de costume en ruine, la jetant sur le fauteuil en cuir. Il essayait de dénouer sa cravate en soie d'une seule main, son bras gauche pendant inutilement à son côté. La manche blanche de sa chemise était complètement saturée de sang noir. Son visage était pâle, tendu par une agonie réprimée. Il a levé les yeux brusquement quand elle est entrée, ses yeux sombres brillants d'irritation. « J'ai dit que j'avais des appels à passer. »« Vous n'avez pas décroché le téléphone », a répondu Harper, posant le bol d'eau et la trousse de premier secours sur le bureau en acajou, juste au-dessus d'une pile de manifestes d'expédition. Soares Harper, non. Le mot est resté en suspens dans l'air, lourd et insubordonné. Dante a arrêté de se battre avec sa cravate. Il la fixait, véritablement décontenancé. En 5 ans qu'il dirigeait le syndicat, personne, pas même Carmine, ne lui avait dit non aussi sèchement. Harper a contourné le bureau. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de lui. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, sentir l'odeur âcre et métallique du sang qui imbibait sa chemise. Elle a tendu la main, ses petites mains tremblantes écartant ses doigts de son col. Dante s'est raidi, ses muscles se contractant. Mais il ne l'a pas arrêtée. Harper a dénoué sa cravate et l'a retirée, la laissant tomber sur le bureau. Puis elle s'est attaquée au bouton de sa chemise en ruine. Ses jointures ont effleuré sa poitrine. Il respirait lourdement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme dur et inégal. « Vous m'avez sauvé la vie », a dit Harper doucement, ses yeux fixés sur le tissu ensanglanté, alors qu'elle défaisait les boutons. « Vous m'avez poussé derrière ce pilier. Vous m'avez couverte. Tu m'as poussé en premier. » A rétorqué Dante, sa voix perdant son ton dur, tombant à un murmure rauque. « Tu as vu le piège avant que les tirs ne commencent. Tu m'as sauvé la vie. D'abord, Harper. Je n'ai fait que te rendre l'appareil. Vous êtes un chef de la mafia, Dante. » Elle a utilisé son prénom délibérément. La formalité de M. Costa était morte sur le sol en béton de l'entrepôt. Vous n'êtes pas censé rendre des services aux employés au risque de votre propre vie. Elle a retiré la chemise imbibée de sang de son épaule gauche. Il a aspiré une brusque bouffée d'air entre ses dents. Ce n'était pas une éraflure. Une balle avait creusé un sillon profond et laid dans la chair de son biceps supérieur. Il saignait encore lentement. « Tu n'es pas une employée », a dit Dante, la regardant. Harper a trempé le torchon dans l'eau tiède et a commencé à nettoyer doucement le sang autour de la blessure. « Alors, que suis-je »
Dante n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé son visage. Il a regardé la profonde concentration dans ses yeux, le léger froncement de ses sourcils, la façon dont elle ne reculait pas devant la réalité brute et violente de sa chair. « Tu es la seule personne dans cette ville qui écoute vraiment ce que je ne dis pas », a finalement répondu Dante. Harper a fait une pause. Elle a levé les yeux. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Le seigneur de guerre froid et impitoyable avait disparu. L'homme qui la regardait était épuisé, meurtri et dangereusement sans défense. « Appuyez ceci contre la blessure !» a chuchoté Harper, lui tendant une compresse de gaz stérile de la trousse. « Tenez-la fermement. Le Dr. Evans doit la recoudre. » Dante a pris la gaz, la pressant contre son bras, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il la recoudra, mais tu restes ici pendant qu'il le fait. Ce n'était pas un ordre, c'était une demande. Harper a hoché la tête, reculant juste au moment où un coup lourd a retenti à la porte du bureau. Le périmètre était sécurisé. La chute d'adrénaline était terminée. La guerre était sur le point de commencer. Pendant les 48 heures suivantes, le domaine Costa a fonctionné comme un bunker souterrain. Sullivan avait disparu. Le patron de Chicago savait que son embuscade ratée signifiait une condamnation à mort, et il s'était immédiatement terré. Ses lieutenants se sont dispersés dans la ville, se cachant dans des planques, attendant que la pression retombe. Mais Dante n'a pas laissé la pression retomber. Il a transformé la ville en un enfer. Carmine, l'épaule lourdement bandée, commandait les soldats de la rue. Ils ont frappé 3 des entrepôts suspectés de Sullivan, les réduisant en cendres. Ils ont intercepté une cargaison d'armes destinée à l'équipe de Sullivan, jetant les caisses dans le port. Mais ils ne trouvaient pas Sullivan lui-même. La clé était dans les écoutes. L'équipe technique de Dante avait réussi à cloner plusieurs des téléphones prépayés utilisés par le cercle restreint de Sullivan. Ils interceptaient des centaines de fichiers audio, de messages vocaux, de brèves conversations, de vérifications radio, mais l'équipe technique était inutile. Les hommes de Sullivan communiquaient entièrement dans cet argot gaélique épais et crypté. Les traducteurs d'entreprise que la famille Costa avait sous contrat ont écouté les bandes et ont démissionné en quelques heures. La bibliothèque a été convertie en poste d'écoute. Harper n'avait pas dormi depuis 2 jours. Elle était assise à une longue table en chêne entourée de moniteurs, de fils emmêlés et de tasses de café vides. Elle portait un lourd casque anti-bruit, les yeux fermés, écoutant les voix rauques et grinçantes de meurtriers. Dante quittait rarement la pièce. Il était assis dans un fauteuil en cuir dans un coin, sirotant un verre de scotch, la regardant travailler. Il était le commandant, attendant que son tireur d'élite prenne le tir. « Piste 42 », a dit Harper, sa voix rauque. Elle n'a pas ouvert les yeux. Le technicien assis à côté d'elle a appuyé sur un bouton. L'audio a rempli la pièce. C'étaient 2 hommes parlant rapidement, leur voix déformée par une mauvaise réception. Le vieux chien se repose là où le fer rencontre le sel. Dis au garçon d'apporter les manteaux lourds. Le toit fuit. Traduction littérale, a soupiré le technicien. Ça ne veut rien dire. Probablement un chantier de construction. Non, a dit Harper. Elle a descendu le casque autour de son cou et a ouvert les yeux. Elle a regardé Dante. Il ne parle pas de construction. Dante a posé son verre et s'est approché de la table. Qu'est-ce qu'ils disent, Harper? Elle a tapoté son stylo contre le bloc-notes rempli de ses notes sténographiques chaotiques. Sullivan est le vieux chien. Là où le fer rencontre le sel n'est pas une usine. Dans l'argot régional spécifique que le père de Sullivan utilisait dans l'ancien pays, le fer fait référence aux voies ferrées. Mais le sel, c'est l'océan. Il parle des anciennes gares de triage abandonnées juste au bord du port industriel, celles qui sont inondées à marée haute. Carmine, debout près de la porte, a froncé les sourcils. Et les manteaux lourds? Le toit qui fuit? Manteau lourd signifie gilet pare-balles. A traduit Harper, sa voix devenant froide. Et un toit qui fuit signifie qu'ils s'attendent à une attaque par le haut. Ils savent que nous cherchons. Ils sont retranchés dans les gares de triage inondées. Dante s'est penché sur la table, fixant les ondes audio numériques sur le moniteur. Il n'a pas demandé si elle était sûre. Il lui faisait implicitement confiance. L'hésitation qui existait entre eux un mois plus tôt était entièrement éradiquée. Il s'est redressé et a regardé Carmine. « Rassemble l'équipe tactique. Je veux 3 unités. Frappez les gares de triage, depuis l'eau et la route d'accès. Pas de prisonniers. Sullivan ne sort pas de ce triage en respirant. » Carmine a hoché la tête d'un air sombre,
et a quitté la pièce, sortant son téléphone de sa poche. Dante s'est retourné vers Harper. Elle avait l'air pâle, des cernes sombres marquant la peau sous ses yeux. Elle fixait l'équipement audio, la réalité de ce qu'elle venait de faire pesant lourdement sur ses épaules. Elle n'était plus seulement une femme de ménage, elle n'était même plus seulement une traductrice. Elle était l'officier de renseignement qui venait de peindre une cible sur le dos d'un homme. « Monte Harper », a dit Dante doucement. C'était la voix la plus douce qu'elle lui ait jamais entendue. « Dors un peu. Ce sera fini demain matin. Je viens de le tuer », a chuchoté Harper, fixant le moniteur. « J'ai écouté une bande, traduit une phrase, et condamné un homme à mort. » Dante a tendu la main, sa main s'enroulant autour de son épaule, sa prise ferme, la ramenant à la réalité. « Tu ne l'as pas tué. Sullivan s'est tué lui-même, au moment où il a ordonné à ses hommes d'ouvrir le feu dans cet entrepôt. Tu m'as juste dit où trouver le cadavre. Je ne le ressens pas comme ça. » « Je sais. » Le pouce de Dante a lentement effleuré le côté de son cou, un geste si profondément intime qu'il lui a coupé le souffle. « La première fois que tu comprends le poids de cette vie, elle t'écrase. Mais tu ne portes pas ça, Harper. C'est moi qui le porte. » Mon doigt appuie sur la gâchette. Mon âme paye le prix. Tu es juste la voix qui me guide dans l'obscurité. Il l'a relâché et s'est dirigé vers la porte. Il allait avec l'équipe d'intervention. Il ne laisserait pas ses hommes finir une guerre qu'il avait commencée sans être en première ligne. Dante a appelé Harper. Il s'est arrêté, la main sur le cadre de la porte, et a regardé en arrière. « Ne manquez pas votre cible », a-t-elle dit. Un sourire sombre et dangereux a touché les coins de sa bouche. Jamais. Harper est restée assise dans la bibliothèque pendant les 3 heures suivantes. Elle n'est pas montée. Elle n'a pas dormi. Elle était assise près de la radio tactique, écoutant les parasites cryptés. À 4h12 du matin, la radio a crépité. C'était la voix de Carmine, respirant lourdement, le son de l'océan rugissant en arrière-plan. Le chien est abattu. Je répète, Sullivan est mort. Zone sécurisée. Nous rentrons à la maison. Harper a fermé les yeux. Elle a laissé échapper un long souffle tremblant. La guerre était finie, mais la paix semblait infiniment plus terrifiante. Le soleil du matin a percé les lourds nuages de pluie, projetant de longues ombres dorées sur les terrains immaculés du domaine Costa. Harper se tenait près des immenses baies vitrées du bureau, regardant les VUS noirs revenir par les portes en fer. Les véhicules étaient éclaboussés de boue et marqués de nouveaux impacts de balles. Des hommes en sont sortis, épuisés, vérifiant leurs armes, fumant des cigarettes avec des mains tremblantes. La porte du bureau s'est ouverte. Dante est entré. Il sentait la fumée, la pluie et la violence. Le costume sur mesure qu'il portait était en ruine, couvert de poussière de plâtre et taché de graisse de moteur. Il avait l'air plus épuisé qu'elle ne l'avait jamais vu. Pourtant, un calme prédateur émanait de lui. Le roi avait défendu sa couronne. Il s'est dirigé vers le lourd bureau en chêne et a jeté un sac de sport en cuir noir sur le bois poli. Il a heurté la surface avec un bruit sourd et étouffé. Il a ensuite plongé la main dans sa poche intérieure et en a sorti un petit livret bleu, le jetant à côté du sac. Un passeport. Harper s'est détournée de la fenêtre, son cœur martelant contre ses côtes. Elle a regardé le sac, puis le passeport, et enfin Dante. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, sa voix dangereusement calme. « Il y a 2 millions de dollars en espèces non traçables dans ce sac. » A dit Dante, debout derrière le bureau. Son visage était illisible, un masque parfait et sans émotion. Le passeport est vierge. Un nouveau nom, un nouveau passé. J'ai un avion privé ravitaillé et qui attend sur la piste. Il peut t'emmener n'importe où en Europe ou en Amérique du Sud. Où que tu veuilles aller. Harper le fixait. L'air dans la pièce est soudainement devenu rare, comme s'il en avait aspiré tout l'oxygène. Vous me virez. Je te libère. A corrigé Dante. Il a agrippé le bord du bureau, ses jointures devenant blanches. Tu m'as sauvé la vie dans l'entrepôt. Tu m'as servi Sullivan sur un plateau d'argent hier soir. Ta dette est payée, Harper. Payée 10 fois. Tu as dit que tu n'avais pas demandé cette vie. Tu as dit que tu étais une prisonnière dans une cage de velours. La cage est ouverte. Sors. Harper a regardé le sac de sport. 2 millions de dollars. C'était plus d'argent qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle pourrait disparaître. Elle pourrait s'asseoir sur une plage en Espagne, boire du vin et ne plus jamais penser au sang, aux balles ou à l'argot des cartels. Elle pourrait être en sécurité. Elle a regardé de nouveau Dante.
Il la fixait, ses yeux sombres intenses, cherchant sa réaction sur son visage. Il voulait qu'elle le prenne. Ou plutôt, il croyait qu'elle devrait le prendre pour son propre bien. Mais alors que Harper le regardait, l'homme ensanglanté, épuisé et brutal, qui avait jeté son propre corps sur le sien pour bloquer une rafale de balles, elle a réalisé une vérité terrifiante. Elle ne voulait pas partir. La terreur des dernières semaines avait consumé la femme de ménage effrayée et invisible, qui frottait les sols pour 22 $ de l'heure. Elle avait goûté au pouvoir de s'asseoir dans l'ombre, de contrôler le flux d'un empire de plusieurs milliards de dollars, avec rien d'autre que sa voix et une traduction. Elle avait vu le cœur brut et saignant d'un monstre, et avait découvert qu'il battait au même rythme que le sien. La sécurité était une illusion. Elle le savait maintenant. Le monde était vicieux, que vous frottiez ses sols ou que vous dirigiez ses rues. Si elle devait vivre dans un monde vicieux, elle voulait être aux côtés de l'homme qui tenait la plus grosse arme. Harper s'est lentement dirigée vers le bureau. Elle n'a pas regardé l'argent. Elle n'a pas regardé le passeport. Elle a pris le livret bleu, l'a ouvert, a jeté un coup d'œil au faux nom imprimé à l'intérieur, puis l'a calmement laissé tomber dans la lourde poubelle en laiton, à côté du bureau. Les yeux de Dante ont suivi le mouvement. Il a dégluti difficilement, les muscles de sa mâchoire se contractant. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je n'aime pas le nom, » a dit Harper doucement. Elle s'est arrêtée de son côté du bureau, rencontrant son regard de front. « Et je ne veux pas de l'argent. » Harper a prévenu Dante, sa voix un grondement bas et dangereux. « Ne joue pas à des jeux avec ça. Si tu restes dans cette maison, tu ne pourras pas partir quand tu en auras marre. Tu ne pourras pas t'en aller la prochaine fois que les balles voleront. Tu appartiens à la famille. Tu appartiens à cette vie. » Il a fait une pause, sa voix baissant d'un octave. « Tu m'appartiens. » « Je sais. » Harper a contourné le côté du bureau. Elle a envahi son espace, sans aucune crainte. Elle a tendu la main, ses mains reposant à plat contre sa poitrine, juste sur son cœur. Il battait vite, un rythme frénétique et lourd qui trahissait la façade calme qu'il essayait de projeter. La femme de ménage est partie. « Dante », a dit Harper, le regardant dans les yeux. « Elle est morte dans l'entrepôt. Je parle pour vous. J'écoute pour vous. Vous ne pouvez pas me mettre dans un avion juste parce que vous vous sentez coupable de m'avoir entraîné dans l'obscurité. » Dante la regardait. Le masque s'est finalement brisé. Le contrôle impitoyable qu'il maintenait sur chaque aspect de sa vie s'est rompu. Il a bougé avec une vitesse soudaine et écrasante. Ses mains se sont levées, encadrant son visage, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. Il l'a embrassée. Ce n'était pas un baiser doux et romantique. C'était agressif, possessif et alimenté par des semaines d'adrénaline et de terreur réprimée. Il avait le goût de la fumée et du scotch cher qu'il avait bu toute la nuit. Harper a halté contre sa bouche, ses mains agrippant les revers de son costume en ruine, le tirant plus près. Elle lui a rendu son baiser avec une férocité égale, s'abandonnant entièrement à la gravité de l'homme et de l'empire qu'elle avait choisi. Quand il s'est finalement retiré, il a appuyé son front contre le sien. Tous deux respiraient lourdement dans le bureau silencieux. « Tu es complètement folle », a marmonné Dante, un rire sombre et haletant vibrant dans sa poitrine. « Probablement », a convenu Harper, fermant les yeux, sentant la chaleur de lui contre sa peau. « Mess Gaston appelle à midi pour finaliser les routes maritimes, et si vous laissez le nouveau gars de l'entreprise traduire, il va accidentellement déclarer la guerre à la France. » Dante a souri, une expression authentique et rare qui a transformé ses traits durs. Il a reculé, enroulant un bras fermement autour de sa taille, l'ancrant à son côté. Il a regardé vers les lourdes portes en acajou du bureau, la frontière entre eux et le reste de son monde dangereux. « Laisse-le appeler », a dit Dante doucement, sa prise sur elle se resserrant. Le patron écoute. Si vous avez aimé cette conclusion intense et à haut risque de la romance dangereuse de Dante et Harper, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires audio incroyables. Qu'avez-vous pensé du choix final de Harper d'embrasser l'obscurité et de rester aux côtés de Dante? A-t-elle pris la bonne décision ou aurait-elle dû prendre l'argent et fuir? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis fans de romances mafieuses et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine publication palpitante.